Donc, en effet, moi, je vais vous parler des CAR-T. Je laisserai après la place à Esti pour parler des bispécifiques. Donc, Edouard a fait le gros du boulot puisque, en effet, il a très bien planté le sujet et il y a beaucoup d'informations. On voit qu'il comprend aussi ce qui nous intéresse à l'échelle des maladies auto-immunes. Et donc, non, moi, les cartistes aussi. Non, il va m'en vouloir si je fais son topo. Et donc, je suis sûr que quand on fera la table ronde, on aura la chance d'avoir, pour des questions sur les maladies auto-immunes, aussi l'éclairage de Edouard. Alors, ma première diapo, c'est le titre. Donc, je vous la montrerai très brièvement. Ça, c'est mon nom. La deuxième diapo, c'est mes liens d'intérêt. Alors, je peux vous les réciter, mais ce n'est pas très intéressant. Ma troisième diapo, c'est c'est vous dire que en fait, tout ça a commencé il y a quelques années. Je crois que c'est en 2019. Il y a un papier dans Science Translational Medicine sur un modèle murin de lupus qui est traité, alors je ne me souviens plus du modèle murin, là la diapo m'aurait servi, qui est traité par un quartier anti-CD19 et qui montre une franche efficacité sur les différents marqueurs de ce modèle murin avec une amélioration au niveau des marqueurs cliniques qu'on peut regarder dans une souris lupique. Et puis, vous savez, l'avantage, enfin, désavantage pour la souris, mais l'avantage, c'est qu'on peut sacrifier cette souris et donc faire un certain nombre d'analyses et qui montrent qu'au niveau rénal, au niveau immunologique, on a une franche amélioration. Donc, tout ça, ces premiers résultats, ont poussé l'équipe de Erlangen pour des patients atteints de lupus excessivement sévère à proposer, parce qu'ils avaient aussi la possibilité d'avoir des quartiers à façon, des quartiers Miltenyi, d'offrir notamment une première patiente en plein milieu de la pandémie Covid, un anti-CD19 CAR-T, et donc avec une espèce de patiente qui résistait à tout et qui, visiblement, d'après Gorkchet, était avec un vrai engagement du pronostic vital, une efficacité spectaculaire et donc une amélioration qui persiste là, je pense, 4 ou 5 ans plus tard. Cette efficacité les a poussés à utiliser cette thérapie dans plusieurs autres patients et donc vous aviez dû voir à cette époque sortir un Nature Medicine, puis après un New England Journal of Medicine qui rapporte l'efficacité chez plusieurs patients, avec cette particularité que, outre le fait que les patients étaient très réfractaires au traitement, quand ils ont eu ce CAR-T, derrière, ils n'ont plus besoin de traitement et ils se retrouvent vierges de tout traitement et en rémission de leur maladie. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est un travail, parce que c'est souvent des publications qui sont issues de Erlangen, mais on a aussi un travail, je crois que c'est un CEL, qui montre l'efficacité dans 2 maladies auto-immunes, si je me souviens bien, c'est une sclérodermie et une myosite, d'un CAR-T allogénique. Et donc, c'est, comme le disait tout à l'heure Edouard, ces CAR-T qui sont disponibles puisque pas provenant du patient, donc off the shelf, et avec une vraie efficacité, ce qui est encourageant. Donc, voici cette fameuse première diapo que je vous ai promis tout à l'heure, qui sera un jour modifiée puisque c'est Marie-Lise qui fait les premières diapos et elle a dit qu'il fallait la changer, donc j'attends qu'elle fasse. Ça, c'était mes fameux liens d'intérêt. Ça, c'était cette fameuse efficacité dans un modèle murin, donc ce fameux Science Translational Medicine, donc je ne me souviens plus, je n'ai pas mis la date, mais je crois que c'est bien en 2019. Et donc, je n'arrivais pas à vous le dire, mais le modèle, c'était le modèle MRL-LPR, qui est peut-être un modèle critiquable puisque on flirte entre le lupus systémique et presque une forme lymphomateuse. Donc, c'est sûr que c'est peut-être un modèle chez qui on est un peu plus poussé à faire ce traitement. Ça, c'est le papier que j'ai commencé un peu à vous décrire, publié dans le New England à propos de quelques patients très réfractaires qui ont été traités par CAR-T, donc l'équipe de Gorkchet.
Et ça, c'est toujours l'équipe de Ganchette, mais vous voyez, ils sont devenus pros pour publier dans les plus grandes revues où ils montrent chez un peu plus de patients et pendant un peu plus de temps, ce qui montre cette rémission vraiment prolongée. Et donc ça, c'était ce que j'étais juste en train de vous dire avant d'avoir l'accès aux diapos. C'était donc cette publication dans Cell sur deux pathologies, à savoir, et donc j'ai bien tout dit, hein, à savoir une myosite et une sclérodermie traitée par un CAR-T allogénique. Donc on n'a pas tous ces inconvénients qu'a évoqué Edouard, à savoir de devoir faire la cytaphérèse du patient, la production, puisque tout était disponible. C'est un travail chinois, si tu fais de bêtises. Ça, c'est un petit travail que j'ai fait. C'était essayer de vous résumer, après le congrès de l'ACR de novembre, tout ce qu'on a à peu près à notre disposition aujourd'hui. Probablement que cette diapositive hier est déjà obsolète puisque les données elles tombent petit à petit. Mais enfin, moi, je crois qu'elle n'est pas si mal que ça. Si quelqu'un veut rajouter une colonne, qu'il me le dise ou qu'il la rajoute lui-même, je serais ravi. Donc, ça, c'est les travaux dans le lupus systémique. Vous voyez les cibles. Donc, vous voyez que c'est souvent des CD19, mais aussi des fois, il y a deux cibles, puisqu'il y a le BCMA qui est ciblé. Donc, ça, Edouard en a parlé tout à l'heure. Vous voyez le nombre de patients. Et vous voyez, parce que ça, Edouard me l'avait bien expliqué, il a re-bien expliqué, qui est la particularité que le produit peut avoir une efficacité différente et que donc ça peut avoir son intérêt aussi à l'avenir. Et après, donc, j'ai essayé de vous montrer un peu l'efficacité, la tolérance. Pour aller très vite, l'efficacité, la plupart des publications, elle est au rendez-vous. Ça marche pratiquement, je crois que ça marche tout le temps. Il montre pour la plupart du temps une rémission. Alors peut-être que de temps en temps, il y a des petites subtilités puisque les formes étaient tellement anciennes qu'il y a peut-être encore un petit peu de séquelles qui fait qu'il y a une protéinurie séquellaire. Mais enfin, dans tous les cas, ça marche. La tolérance est bonne. Edouard l'a évoqué, probablement que là, on n'a pas une masse tumorale et donc une lisse cellulaire massive, et donc c'est peut-être mieux toléré. Il y a peut-être aussi au niveau du système neurologique central moins de cellules à cibler, puisqu'il y a une migration au niveau lymphomateux qui fait qu'il y a une libération au niveau du système nerveux central. Bon, ça, je commence à aller trop loin et je prends le risque de dire des bêtises, donc j'arrête. Et ce que je voulais vous dire, c'est aussi les différentes publications. La première, c'est donc celle de l'équipe de Erlangen. La seconde, c'est l'essai Novartis avec 6 patients. Et donc, alors il n'y a pas les 2 patients de Bordelaise parmi les 6, mais là, les données sont petit à petit actualisées. Il y a beaucoup de patients qui ont été traités en France. Je crois que les 3 premiers venaient de Barcelone, mais après, on a un nombre non négligeable qui viennent de la Pitié, de Strasbourg et de Bordeaux. Après, vous voyez, il y a un peu moins de cas. On arrive à l'avant-dernière colonne. C'est un travail intéressant chinois publié dans ARD où ils ont traité 13 patients lupiques avec un anti-CD19 et BCMA. Là aussi, avec une bonne efficacité. On en parlait hier. Je trouve que le patient le plus intéressant, c'est le patient 11 qui avait un lupus sévère, pas beaucoup de cellules circulantes et donc la leucaphérèse a été peu productive. Donc, il a eu moitié moins de CAR-T injectés et donc il n'a pas eu une réponse aussi importante et donc ils ont fait une deuxième leucaphérèse, une deuxième injection et qui n'a pas marché. Et donc il y a cette probable immunisation contre le CAR-T qui existe. Alors est-ce que c'est dû à la deuxième injection? Est-ce que c'est dû aussi à la particularité de ce travail où les patients ne sont pas traités par fluda cyclophosphamide, mais uniquement par cyclophosphamide. Il n'y a pas de fludarabine, ce qui peut peut-être, notamment quand on est néphro et qu'on traite une néphrite lupique, on n'a peut-être pas envie de lui donner la fludarabine, mais peut-être que pour le coup, ça peut aussi favoriser une immunisation et donc une moindre efficacité si on est amené à faire une deuxième injection. Ça, je soumets ça à votre sagacité. Le dernier, peut-être que je crois qu'on a peut-être des gens de chez BMS qui en savent plus que moi, mais je me mouille un tout petit peu. Ça, c'est un travail qui a été présenté à l'ACR sur l'efficacité des CAR-T dans l'essai de BMS.
Voilà, donc une efficacité, des choses intéressantes. La petite particularité, il paraît que ça a beaucoup fait transpirer l'ensemble du personnel du laboratoire BMS, enfin au moins ceux qui étaient en charge de l'étude, c'est qu'une patiente est tombée enceinte. Donc, c'est les deux points d'interrogation. En fait, normalement, c'est une petite femme enceinte, mais je vois que ça n'a pas marché. C'était plus joli. Et donc, il y a une patiente qui est tombée enceinte après avoir eu son CAR-T. Je ne me souviens plus combien de temps après, mais je vois que vous êtes tous inquiets. Tout s'est bien passé. L'enfant est né en bonne santé et à ma connaissance, sans déplétion lymphocytaire B. Et ça, on va le voir un petit peu après, c'est probablement parce que les quartiers avaient disparu. Alors, on peut toujours se dire qu'en fait, ils n'ont pas vraiment disparu, ils sont au niveau tissulaire, mais là, ils allaient vraiment avoir disparu, puisque dans tous les cas, ils n'ont pas fait leur boulot chez ce pauvre petit bébé. Voilà, ça, c'est les essais dans les autres indications que le lupus systémique. Donc, dans la sclérodermie systémique, alors forcément avec des patients qui ont eu une pathologie sévère, évolutive et séquelaire. Donc, c'est un peu plus difficile de montrer une efficacité et de montrer une rémission puisque forcément, il y a probablement une atteinte pulmonaire fibrosante que vous n'arrivez pas à faire disparaître. Des myosites. De nouveau, la première colonne dans les myosites, c'est l'équipe allemande. Et pour le coup, parmi ces 5 patients, il y a un patient qui a résisté au traitement et qui n'a. On va dire que c'est le contrôle négatif, puisqu'il y a un patient qui ne fait pas partie de tous les patients qui ont une efficacité. Le dernier, pour le coup, là, je ne suis peut-être pas totalement up-to-date, il y a peut-être des publications qui sont sorties dans la polyarthrite rhumatoïde, mais il y avait celle-ci qui était sortie dans RDC à propos d'un patient, je pense, traité en Israël par un CAR aussi maison fait à façon, et avec une vraie efficacité, donc ça c'est intéressant. Par contre, une tolérance moins bonne que tout ce qu'on démontre dans les maladies auto-immunes. Alors pourquoi? J'en sais rien. Ce qui m'a intéressé, c'est que la particularité par rapport à tous les autres patients traités par CAR-T, c'est qu'il y a un vrai gros syndrome inflammatoire au moment où il fait sa poussée de la maladie, où on décide de le traiter. Bon, je ne sais pas si ça peut participer. Après, avec toutes les immunodépressions qu'on donne avant d'injecter le CAR-T, j'imagine que ce syndrome inflammatoire a peut-être disparu. Et donc, la question que vous posez peut-être, c'est pourquoi ça marche aussi bien, pourquoi ça marche visiblement mieux que les thérapies qu'on avait avant qui ciblaient le B. Bon, déjà, la première réponse par rapport au rituximab, c'est que ça ne va pas viser que le CD20, ça va viser aussi le CD19 et qu'il y a donc un plus large potentiel de sous-population B qui va être touchée. La deuxième explication, c'est la profondeur de la déplétion lymphocytaire B. Donc ça, c'est un travail réalisé à partir de l'essai LUNAR, vous savez, c'est l'essai du rituximab dans la néphrite lupique, cet essai négatif qui a montré que le rituximab n'était pas supérieur au placebo. Alors, on peut le critiquer, hein, l'essai, mais enfin, dans tous les cas, c'est le résultat qui a été retenu. Mais si on regarde plus dans le détail, les patients qui avaient une déplétion lymphocytaire B plus marquée avaient plus de chances d'être répondeurs, ou on peut dire le contraire, à savoir que ceux qui n'avaient pas une très très bonne déplétion lymphocytaire B avaient un risque d'être mauvais répondeurs. Donc on a envie de faire mieux que le rituximab pour avoir plus de chances d'avoir une bonne réponse. C'est aussi vrai dans la polyarthrite rhumatoïde, puisque ce travail de 2007 montre que quand on traite par rituximab des polyarthrites rhumatoïdes et qu'on regarde à 2 endroits différents, dans le sang et au niveau de la synoviale, eh bien, dans le sang, à peu près à chaque fois, vous avez une profonde déplétion lymphocytaire B, vous ne retrouvez plus vos lymphocytes B. Mais quand vous regardez dans la synoviale, eh bien, il n'y a pas la même profondeur de déplétion. Vous avez des lymphocytes B qui persistent. Et par exemple, sur la figure qu'on a sur la droite, vous voyez que chez le patient qui est en haut,
le A, c'est avant traitement, le B, c'est après traitement. Là, vous voyez que le marquage des lymphocytes B montre une déplétion lymphocytaire B et ce patient est répondeur. En revanche, vous voyez que chez le patient C, avant traitement et après traitement, ça c'est le D, on a une vraie persistance des lymphocytes B et que là, pour le coup, la réponse clinique n'est pas au rendez-vous. Donc, encore une fois, on a envie de faire encore mieux et on a envie peut-être de le faire au niveau tissulaire. Et donc, c'est peut-être ce que quelque chose peut apporter les CAR-T. Et donc, ça, c'est un travail de l'équipe, encore une fois, de Erlangen. Outre le fait d'avoir traité tous ces patients, je vais vous dire qu'ils les ont étudiés, mais en long, en large et en travers. Et donc, ils ont même eu le droit à des biopsies ganglionnaires, ces patients, et donc avant et après traitement. Et ils ont un contrôle avec un patient traité par rituximab. Et donc, de nouveau, vous voyez en haut, c'est avant le traitement. Le milieu, c'est après le CAR-T. Et tout en bas, c'est après du rituximab. Donc, vous voyez qu'en termes de marquage, on a plus de lymphocytes B qui ont persisté chez le patient qui a du Rituximab par rapport au CAR-T. On ne les retrouve plus dans les ganglions. Et ça se retrouve aussi au niveau de la constitution de structures folliculaires et de centres germinatifs. Donc, on a vraiment l'impression qu'il y a cette capacité de cette thérapie cellulaire, c'est peut-être la particularité, de migrer dans les tissus cibles là où il s'agit de détruire les lymphocytes B. Ça, le papier vient juste de sortir. Et donc, dans les années 90, déjà, il était évoqué la volonté de faire un reset immunologique. Ça, c'était l'équipe de Michel Petri dans la néphrite lupique avec le fameux protocole NIH de l'endoxan, qui a été détrôné depuis par l'Eurolupus, mais on donnait quand même des bonnes grosses doses avec le protocole NIH et c'était vraiment pour traumatiser le système immunitaire et puis avoir un reset immunologique et avoir éventuellement une nouvelle population pour reconstituer. Bon, ça a échoué, hein, puisque s'il n'y avait pas ce reset immunologique, la pathologie persistait. Ça marchait le temps du traitement et après, avec le traitement de maintien, il y a une vraie efficacité. En termes de tolérance, c'était moins bien. Donc, ça a été, comme je vous l'ai dit, détrôné par l'Eurolupus. Mais là, une des particularités qu'on a, c'est peut-être ce reset immunologique avec, au moment où on injecte le CAR-T, une disparition rapide des populations lymphocytaires B. Et ce qui est rassurant, c'est qu'elles reviennent. Et que quand elles reviennent, on a cette population qui est plutôt de B naïfs et donc potentiellement moins autoréactive et peut-être associée à une rémission au long cours. À voir, à suivre. Pour tous ceux qui sont passionnés par la pré-maladie, peut-être qu'on a toujours du mal à identifier ces patients atteints de pré-maladie, mais ils sont peut-être là. C'est ceux qu'on a traités par CAR-T qu'il faudra suivre pendant des années pour voir si à un moment la pathologie revient, puisque un certain nombre de constituants sont toujours peut-être présents. Donc peut-être que ça, c'est une question qu'on pourra avoir avec Édouard, c'est est-ce que cette déplétion lymphocytaire B dans les maladies auto-immunes par rapport à ce qu'il voit, elle est plus rapide, et est-ce que la reconstitution, en revanche, est plus rapide que ce qu'on voit en hémato? Et alors, ça, c'est une diapo adaptée de la diapo que vous avez vue tout à l'heure de Édouard. Et donc, ça, c'est notre patiente Lupi qui a été traitée. Et vous voyez, donc, puisque je suis un peu pris par le temps, c'est une patiente qui avait eu beaucoup d'échecs de traitement. Donc, on a fini par l'inclure, arrêter son traitement par MMF et belimumab. Et donc, elle a eu la fludarabine cyclophosphamide. Elle a eu son CAR-T, c'était le 2 mai, je pense. Et donc, elle est suivie depuis avec une bonne efficacité au niveau de son atteinte rénale, mais à suivre sur l'ensemble de la prise en charge. Et donc, ce qu'avait dit Édouard, c'est que la principale complication qu'elle a développée, c'est l'ennui pendant ces 15 jours d'hospitalisation en hématologie. Je vais passer sur cette diapo puisque c'était l'avenir et c'était ce que Édouard a déjà un petit peu évoqué. De toute façon, tout est enregistré, vous pourrez faire pause et regarder cette diapositive. Mais c'était pour vous dire que l'avenir, c'est aussi ça. C'est que ces essais cliniques, ils sont disponibles à Bordeaux. Donc à Bordeaux, on avait cette étude Novartis. On en a une deuxième qui est réalisée dans le service de néphrologie
avec cette fois-ci, ça doit être une phase 2, puisque les patients seront randomisés pour avoir un CAR-T ou pour avoir des traitements plus standards de la néphrite lupique. Donc, si vous avez un patient ou une patiente atteinte d'une néphrite lupique, n'hésitez pas à contacter Lionel. Vous avez aussi un essai BMS où là, on est dans une phase plus précoce et pour le coup, ils ont la certitude d'avoir le CAR-T, donc avoir un petit peu, je ne sais plus tous les critères d'inclusion et d'exclusion, où le patient peut être inclus. On a un essai qui va, ou qui a, je ne sais plus, débuté dans la sclérodermie systémique. On a 2 essais, pardon, dans la sclérodermie systémique, puisque vous avez l'essai de Novartis et l'essai de BMS. Et donc là, c'est pareil. N'hésitez pas, cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé de contacter Lionel, puisque c'est Marie-Élise qui s'en occupe. Ça sera plus efficace. Je suis sûr que Lionel vous aurait renvoyé vers Marie-Élise. Et on a, vous voyez, encore 3 indications. Donc, c'est au moins pour la PR et le Gougerot le même essai, puisque c'est les 2 maladies sont dans l'essai. La polyarthrite rhumatoïde et les Gougerots. Alors, les Sjögren qui pourront être inclus, ça ne court pas les rues, mais si vous avez des formes avec une grosse atteinte systémique, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, donc, je finis avec les myosites inflammatoires et je vous remercie pour votre attention.